entre l'âge de 4 jours et l'âge de 3 mois. Il a pris des nurses, chaque nurse était dans une chambre séparée. Cet élément est capital, car l'homme est un être social. En les isolant, il a demandé aux nurses de rentrer, de donner à manger et de sortir. À l'âge de 4 ans, ils sont tous, on a ouvert entre guillemets les portes et on leur a demandé s'ils pouvaient parler. Pour quelle raison il a fait cette expérience? Lui, il savait parler 7 langues. C'est un homme extrêmement cultivé, le français, l'araméen, le germanique, l'espagnol, l'anglais et l'italien. Et il se posait la question, quelle va être la voix originelle? Pas la voix originale, la voix originelle. Et après 4 ans, il ne pouvait dire que 53 mots jusqu'à l'âge de 12 ans, et ils sont tous morts début profond à l'âge de 14 ans. Ce qui veut dire que la voix est un milieu social avec l'autre. Et là, aujourd'hui, ce qui est encore plus capital, c'est que les gens d'un certain âge, qui sont isolés dans des maisons de retraite, qui ne parlent pas, ils meurent non pas d'une crise cardiaque, mais meurent d'un isolement. La parole en soi est un élément fondamental. Et si on va aller plus loin, la musique également. La musique va préparer votre cerveau droit, qui est le cerveau de l'émotion. Le cerveau gauche, je caricature évidemment, le cerveau gauche, le cerveau de la raison. La raison va nous donner une certaine forme pour parler. Mais tout le monde sait, ou beaucoup qui ont des gens dans leur famille qui bégayent, si on leur demande à quelqu'un qui bégaye de chanter, il chante normalement. Car il a fait abstraction du monde de la raison, les tabous se sont effacés. Enfin, pour aller jusqu'au bout de la réponse, 7 milliards d'individus, mais plus que cela. La voix, oui, elle est sexuée, mais oui aussi, elle dépend de notre voix maternelle. Et je vais vous raconter, qui est marqué dans le livre, mais cette expérience formidable, qui n'est pas une expérience en soi, c'est un de mes patients qui était une basse profonde de l'Opéra de Paris, qui avait 72 ans, que j'ai surnommé Marie. Et ce monsieur, il avait un polype sur une corde vocale. Une main polype, c'est comme une masse de chair, et il parlait comme ça, il parlait avec une voix extrêmement grave. Et il m'a dit, Jean, il faut absolument, parce que je le connaissais depuis 15 ans, il faut que tu me répares ça. Je le perds, tout se passe bien. Il est en réa, et je passe en réanimation, et je lui demande comment tu vas. Et il me répond dans une langue que je ne comprends pas. Et puis ça, il me fait un AVC, fait un accident vasculaire cérébral. Et l'infirmière de réa me dit, non, non, monsieur Lippol, ne vous inquiétez pas, il parle en grec. Je dis, comment il parle en grec? Il n'a jamais parlé grec. Et je dis, c'est comme Pao Châtelaine qui a raison, il n'y a pas une voix originale. 8 jours après, il vient me voir. Ah, Jean, bravo, j'ai une très belle voix, je suis très content. Je dis, moi aussi, mais j'ai appelé aux États-Unis, j'ai appelé des copains en France, tu m'as fait un AVC, tu as parlé grec. Mais je n'ai jamais parlé grec. Et là, grâce, c'est pas moi qui ai trouvé ça, parce que je n'aime pas prendre les idées des autres, c'est un de mes collègues qui est à la Pitié-Salpêtrière, un neurologue, et qui m'a dit, Jean, pose-lui la question, quelle était sa langue de son père et de sa mère. Et sa mère était française, son père était grec. Il a quitté Salonique à l'âge de 3 ans et demi. Il est arrivé à Paris, mais son père étant mort comme militaire, lui est arrivé à Paris. Et la première région qui est oxygénée après une anesthésie, c'est votre langue maternelle. Et c'est-à-dire que si dans l'enfance, entre 1 an et 5 ans, vous aviez parlé portugais, et j'ai eu cette expérience avec des portugais, mais là j'ai reconnu la langue tout de suite, c'était plus facile. Oui, c'est cette originalité, entre guillemets, de notre cerveau qui a imprimé comme un tatouage la langue maternelle qui d'abord va se réveiller son oxygénatoire, et la langue que vous avez appris va venir après. Donc ces deux éléments font qu'au niveau de la langue maternelle, oui, elle vous trahit à la naissance. Donc la voix vous trahit dans votre personnalité. Alors maintenant, on va poser une question, changer de voix. Changer de voix, c'est quelque chose de grave. Oui. Parce que la voix est le reflet de notre personnalité. Si changer de voix, c'est Cyrano de Bergerac, sous le balcon de Roxane. Il arrive, il parle, et puis Roxane est séduite, mais pas trop. Et brutalement, il dit à Christian, pardon, et c'est Depardieu, ou Belmondo qui parle, avec cette voix comme ça. Et il parle à Roxane, et Roxane lui dit, vous avez changé, les mots sont les mêmes, mais quelle séduction. Les mots sont un véhicule du message peut-être, mais le plus important dans la séduction, on parlait de soi, c'est la façon dont les grains vont être mis en cause, la façon dont le rythme va se mettre et dont l'harmonie de la voix va se mettre en place. Et là, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Est-ce qu'une voix grave, c'est une voix d'homme, c'est une voix de femme? Non. Une voix d'homme et une voix de femme peuvent avoir un grain grave, si je puis dire. Mais la voix, lorsqu'elle est grave, s'il n'y a pas d'aigu, c'est extrêmement ennuyeux. Et la voix d'un homme qui est séducteur, c'est qu'il a des aigus qui sont comme un écrin, mais le diamant qui est dessus, qui va donner le relief, sont les graves. Chez la femme, c'est l'inverse. Une femme qui va parler comme ça pendant 10 minutes, je vous garantis qu'elle parle. Mais oui, mais non. Ça, en lisant votre livre, j'étais altérée, parce qu'il y a quand même une injustice. Non, c'est pas une injustice, il faut savoir la poser, la voix. Non, il faut savoir la poser. Parce que si on s'appelle Leonard Cohen, dans son dernier disque, il est que dans des graves comme ça, pendant 10 minutes, on s'ennuie. Et chez une femme, les plus grandes séductrices sont effectivement les femmes qui ont un écrin grave. Et le diamant et les aigus. Mais s'il n'y a pas le diamant de nos aigus, on ne sera certainement pas séduit.
Et là, c'est l'un des éléments de la séduction. Pour quelle raison? C'est que ça va faire sécréter, je vais vous donner une expérience après, on aura sans doute le temps de la raconter, qu'en fait, l'hormone du désir et du plaisir, c'est la dopamine et l'ocytocine. L'hormone du stress, c'est le cortisol. Je résume. On a fait une expérience fabuleuse, faite par un de mes collègues aux États-Unis, dans le Wisconsin. C'est une femme qui a pris 3 groupes de jeunes filles qui chacune avait entre 9 et 10 ans. Il y avait donc 3 groupes, A, B, C, de 10 enfants chacun. Il leur a fait passer soi-disant un examen. Donc, juste avant l'examen, le cortisol, qui est l'hormone du stress, elle monte au plafond. Après cet examen, on vient à ce que vous disiez il y a quelques instants, après cet examen, pour le premier groupe, on les met devant un film, qui est un film de l'histoire de pingouins ou peu importe. Et on reprend le taux de cortisol 1h30 après la projection. Le cortisol est au plafond. Le stress n'est pas parti. Deuxième groupe, la mère est là, elle les embrasse, elle leur parle. L'ocytocine monte, la dopamine monte, le cortisol chute. Donc, le stress est terminé, on est dans le plaisir et le désir. Le troisième, on prend le téléphone, on le donne à l'enfant, on lui dit voilà, allô, c'est ta maman. Il parle, et elle lui dit comment tu vas mon chéri, je vais bien, et alors comment ça s'est passé? Ben écoute, l'examen s'est bien passé, et on fait un dosage, ocytocine et dopamine, encore plus haut que lorsqu'il y a eu contact avec la mère. Pour quelle raison? Comment se fait-il que le simple fait qu'il y ait une voix, et non pas un visage, qui vient là monter le degré, c'est la puissance, c'est le pouvoir de la voix, l'imaginaire de l'enfant imagine sa mère comme il a envie de le faire. Donc il passe au-delà, dans son imaginaire, grâce à la voix, au désir et au plaisir d'écouter sa mère. C'est pour ça qu'il y a plus de grand plaisir, à mon avis, à écouter la radio qu'à regarder la télévision. C'est très différent. C'est très différent. Le plaisir d'une radio, moi je suis plus à la radio que je préfère la radio. C'est vrai que la télé, pour différentes raisons, mon regard va être un petit peu déformé par le visage. Parce que quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui trahit, on ne parlera pas d'homme politique, mais il y en a quelques-uns. Ah si, on en parlait. Il y en a quelques-uns qui font que, rien qu'à l'écoute des 3 premières notes, parce que moi il faut 3-4 notes, c'est tout, après c'est fini. Votre jugement il est fait. Après 10 secondes, c'est fini. Après, votre politesse va admettre ce que vous n'avez pas envie d'admettre. Le tabou que vous avez appris, dès que vous avez touché la voix, dites non, ben c'est pas grave. Non, le c'est pas grave n'existe pas. Pour moi, la première intuition est le vrai. Un vrai médecin, c'est d'abord l'intuition, après la science, bien que 95% de la science soit nécessaire. Et donc là, effectivement, la radio va nous prendre. Et quand on entend un imitateur, à la radio, on le devine tout de suite par rapport à quelqu'un d'autre. Et là, oui, la radio, de par le verbe, de par la fréquence, va nous permettre effectivement d'être beaucoup plus d'impact que la télévision. Si je viens vous voir et je vous dis docteur, moi je veux changer ma voix, je veux la même voix que Marlène Dietrich, qu'est-ce que vous allez me répondre? C'est dommage. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est dommage. Si on veut changer de voix, c'est qu'on veut changer de personnalité. Alors, vous me poussez, j'ai compris, non, mais franchement, dans une histoire que j'ai racontée, qui est l'avocat à la Absolument, une histoire géniale. Voilà. Alors, ça, c'est une expérience, ça ne s'invente pas, j'en ai 2 comme ça, mais celle-ci est absolument extraordinaire. J'ai une femme qui vient me voir et qui me dit, voilà docteur, écoutez, je suis avocat à la criminelle, j'habite à Marseille. Moi, mon monde, c'est les prisons. Elle est en jean, elle vient en jean, blouse en cuir, les cheveux noirs. Elle dit, voilà, je fume 2 paquets de gitane par jour, je prends un petit whisky tous les soirs, mais ma voix ne me plaît pas. Et je l'examine parce que son première anxiété, c'est de savoir s'il y avait un cancer ou pas. Et j'examine grâce aux techniques qu'on a aujourd'hui depuis 20 ans quand même, j'examine et je lui dis, non madame, il n'y a pas de cancer, elle avait ce qu'on appelle un édème, c'est-à-dire un gonflement des cordes vocales. Après, je vous expliquerai, si nécessaire, pourquoi les voix sont plus graves en fonction des cordes vocales. Et je dis, voilà, madame, moi, je ne les opère pas. Mais pourquoi? Alors, je dis, voilà, madame, vous gagnez tous vos procès? Bien sûr, docteur, je gagne tous mes procès, puis mes voyous, c'est mes copains, vous comprenez. Mais pourquoi j'ai changé de voix? Ben, écoutez, c'est simple, j'ai un boyfriend, lui, il est un coureur de voiture, vous savez, il est dans les courses, lui, ici, il fume comme moi, tous les soirs, on se voit. Puis il n'aime pas ma voix. J'ai changé de boyfriend. Ne changez pas votre voix. Parce que, et ce qui est vrai, une sensualité impressionnante. Elle est arrivée à me séduire, et Dieu sait si j'en vois beaucoup. C'est quand même incroyable. Je dis, madame, je suis désolé, moi, il n'est pas question que je vous opère. Évidemment, vous avez toujours un collègue qui l'opère. Elle vient me voir 1 an plus tard. Mais 1 an plus tard, alors c'est là où c'est intéressant. La technique est parfaite, c'est l'histoire de la technique de tout à l'heure, mais parfaite. On regarde les cordes vocales, on a 2 cordes vocales blanc nacré, magnifiques. Bonjour docteur, comment ça va? Donc première réaction, je suis franc avec vous, et j'ai été franc avec elle. J'ai dit, écoutez madame, excusez-moi,
Je vous connais? Je suis le seul lecteur, je suis l'avocate à la criminelle. Clac! Et ça y est, ça se passe qu'avec la même coiffure. Et dans le regard, je dis oui. Et le regard triste. Et je lui dis, j'examine, il dit alors, qu'est-ce que vous pensez de mon opération? J'ai écouté, magnifique. Sur le plan technique, c'est magnifique. Et je lui dis une phrase terrible, des fois il faut se faire. Je dis voilà, quand j'ai ouvert l'opéra, quand en sortant de l'opéra, je me dis, cette chanteuse a une technique super, elle a tout perdu. Quand je sors de l'opéra, elle me dit, comment tu l'as trouvée? Je sais pas, mais c'était beau. Elle a tout gagné. La technique vient toujours après, elle sert à avoir une belle voix. Et je lui dis ça, je dis donc chez vous, vous avez été magnifiquement bien opéré. Et évidemment, au quart de temps, elle me dit, oui, vous voulez dire que la technique était bonne? Je dis oui, et le résultat n'est pas terrible. Je dis, c'est pas ce que j'ai dit, mais bon. Et je la vois pleurer. Et je dis, mais que se passe-t-il maintenant? Je dis, je vais vous raconter. Premier point, vous avez tous deviné, elle a perdu son boyfriend. Deuxième point, elle perdait tous ses procès. Troisième point, et c'est ça qui est terrible, je dis, quand je rêve avec ma voix d'avant. Quand je me réveille, je trouve que ma voix, ce n'est pas moi. Elle avait rompu cette harmonie superbe entre son physique, sa voix, sa personnalité, et je ne devrais pas le dire, c'est la première fois que je demande à quelqu'un de refumer des cigarettes par jour. Parce que c'était nécessaire, bien sûr je l'ai surveillée, je la surveille encore, elle a regagné tous ses procès, mais pendant 2 ans, elle était mise à l'index. Dans les prisons, on dit, tiens, c'est la voix de Châtelain qui arrive, c'est horrible. C'est horrible. C'est dire la force et la puissance d'une voix. Alors si on va aller plus loin, notamment l'histoire que je mets dans le livre, celle du général de Gaulle, c'est une autre histoire. Oui, ça c'est grâce à l'amiral qui m'a permis de vous le raconter, parce que c'est une histoire très peu connue, comme j'ai la chance de connaître l'amiral depuis des années. J'ai écrit le livre Le pouvoir de la voix, qui est marrant, sur lequel j'ai fait 15 pages sur le général de Gaulle, qui pour moi est vraiment la caricature d'une voix qui évolue. Car en fait, dans la voix du général, il y avait 3 voix différentes. Il y avait la voix de ce fameux appel du 10 juin, la voix quand Paris libéré, et puis ensuite la voix en mai 68. L'une est une voix de commandant, l'autre est une voix où j'ai libéré de force, et la troisième est une voix de paternalisme. En 68, mai 68, quand on a écouté le général, j'étais encore au lycée, quand on a écouté le général, mais qu'est-ce qui nous parle? On voyait son visage à la télé, mais ça ne nous intéresse pas. Regarde qui nous parle, regarde quel âge il a. Et le génie du général, le 29 mai, à 4h05, l'écran est noir, on a le drapeau sur l'écran, c'est le général qui vous parle. Il n'y avait plus d'image, il n'y avait plus que sa voix, la voix du père qui te dit de faire quelque chose. Alors à l'époque, nous respections les pères, on avait des pères de baffe quelquefois. Et on a tous remis au lycée, on se l'est tous bouclés. C'est dire le pouvoir de la voix seule. Non, mais ce que vous dites aussi sur le général, c'est qu'il n'aimait pas sa voix. Mais j'y arrive. Ah oui, et au début, j'y arrive, exactement, j'y arrive. Et quand l'amiral m'a dit, ben voilà, vous avez bien compris, parce qu'il y a 4 critères qui viennent du bouquin de Tchakotine, Le viol des fous, et puis il y a 4 critères que j'ai découverts après 30 ans d'expérience qui sont nécessaires pour avoir une voix charismatique. Et l'amiral me dit, mais quelque chose qu'il faut savoir, et que vous pouvez lire dans votre prochain livre, et je l'ai noté, c'est que le général n'aimait pas sa voix. En 1936, il allait toutes les semaines, le mercredi, écouter la voix de Jean Jaurès. Et il se mettait au fond de la salle pour que personne ne le reconnaisse. Et en arrivant à la maison, pendant 2 heures, il lisait des textes à la voix de Jaurès. Française. Et c'est comme ça qu'il s'est forgé sa voix, il avait compris, et ça c'est du génie, que la voix impactait complètement les foules, car finalement, le collectif que vous avez devant vous, par rapport à l'individuel va pomper le collectif, va vous vampiriser. Et c'est l'individuel au collectif, et l'individuel va captiver la foule, mais celui que je suis est vampirisé par la foule. C'est ce qu'on voit chez les acteurs et les chanteurs. Et ça, c'est une chose que j'ai vécue souvent avec les chanteurs, où ils me disent en sortant de scène, je n'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir été vampirisé, pas l'impression, c'est vrai. C'est qu'on est dans un monde émotionnel, car un monsieur comme Johnny Hallyday, ou un monsieur comme Jacques Brel, que je trouve extraordinaire, d'ailleurs j'en parle, eh bien Jacques Brel, à la fin de ses concerts, c'était incroyable, il transpirait, il était plus lui, c'est terminé, il se laissait prendre par la foule, parce qu'un vrai acteur, un vrai comédien se met nu au niveau du monde émotionnel. Alors on parle des politiques, vous en voyez vous des politiques qui viennent vous voir? J'en vois quelques-uns. Parce que j'ai remarqué par exemple le président Macron, pendant sa campagne présidentielle, il avait une voix des fois... Non, il partait dans les aigus. Il partait dans les aigus, il s'égosillait. Est-ce que vous êtes... Voilà, plus du tout. Alors il
serait pas passé par votre cabinet par hasard? On ne peut rien dire, on dira rien. Et il n'est pas question. Mais en revanche, ce que je peux dire, parce que je n'aime pas élucider les questions, du président Macron, oui, il a pris des cours, oui, on a repositionné sa voix, oui, dans cette excitation absolument incroyable d'avoir, entre guillemets, gagné quelque chose. C'est quelque chose de jouissif dans le pouvoir. C'est quelque chose que vous ne commandez plus. Et là, vous faites exploser tous les guidelines, toutes les limites que vous avez autour de vous. Et là, la sincérité par la puissance 10, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir été sincère en ayant effectivement cette voix extrêmement forte, en mettant les mains dans tous les sens, et qui permet de comprendre cet homme. En aucun cas, on peut reprocher une voix comme ça lorsqu'on a une telle victoire, qui, paradoxalement, on n'attendait pas. Et alors, est-ce que il y a des voix célèbres qui ont changé la face du monde? On parlait des dictateurs, on parle d'Hitler, vous parlez d'Hitler. Oui. Hitler, il a une voix qui a évolué aussi. Enfin, est-ce qu'en gros, les dictateurs, il y a une voix spécifique du dictateur, et sans cette voix, leur pouvoir et le pouvoir de fascination qu'ils exercent sur les foules ne serait pas le même? Alors, c'est dans le livre de Chaplin, ça. C'est une analyse extraordinaire du film de 1939. Et c'est un bouquin qui fait 980 pages, que j'ai lu 5 fois minimum, parce que dedans il est déchiré maintenant. En fait, il faut surfer sur 3 éléments. D'abord, sur son pouvoir de la voix. Deuxièmement, sur l'appauvrissement du peuple. Troisièmement, sur le fait je vais vous sauver. Yes we can. Yes we can. Ok, t'inquiète pas, je vais te sauver. Mais ça ne suffit pas. Hitler avait une voix grâce au micro. C'était pas un tribun. Toute la génération du général de Gaulle, de Montrad, étaient des tribuns. Quand il dit Jean Moulin, bon, c'était des tribuns. Lui n'était pas un tribun, la voix seule, il ne pouvait pas. Il était sur une table en Allemagne, il faisait des discours à 100 personnes, 90 personnes. Et le micro l'a aidé, et il donnait non plus des mots, il criait, et il fascinait, comme hypnotisait les foules avec ses cris. Parce qu'il n'avait pas du tout une belle voix, on est d'accord. Pas du tout. Mais c'était une vomique orgasmique de type absolument incroyable. C'est-à-dire que c'était presque l'orgasme à ce niveau-là. Lui était dans une excitation telle qu'il transmettait cette excitation, et là, effectivement, il y avait un pouvoir de domination totale, parce que le peuple était prêt à l'écoute. Donc il faut que l'autre soit prêt. Il faut y aller le bon moment. Voilà. Alors dans les grands orateurs, on pense toujours que les grands orateurs de la Révolution française avaient des voix formidables. Alors c'est pas forcément du tout le cas. Je crois que Robespierre avait une voix extrêmement médiocre. Oui. Camille Desmoulins était bègue. Oui. Et alors pourtant, il a fait des discours qui ont transporté les foules. Oui, mais tout simplement parce que le bègue, on en parlait il y a quelques instants, à partir du moment où il est missionné, on voit ça dans Georges VI, à partir du moment où il est missionné, où il oublie quelque part que sa mission, il joue un rôle, et il se dit comme s'il n'était plus lui-même, et il joue le rôle d'être lui-même. Alors, et il vient, effectivement, à ce moment-là, envoler les foules et donner des discours remarquables. Mais c'est au-delà du monde de la raison, et c'est là où si on avait à l'époque une IRM fonctionnelle, on verrait le cerveau droit beaucoup plus impacté que le cerveau gauche. Alors là-dessus, on parlait de la séduction, je n'ai pas parlé de la sexualité. Ah ben, parlons-en. Une démonstration a été faite, ça a été publié dans Nature en 1998, par l'équipe de Boston, où on a demandé à des hommes de chanter et de parler. Et on a fait une IRM fonctionnelle, alors je vous explique en 2 secondes, l'IRM fonctionnelle, on injecte un produit, on voit comment le cerveau va allumer une partie du cerveau. Alors attention messieurs, attention mesdames. Quand c'est une femme qui parle et qui chante, le cerveau droit et le cerveau gauche sont pratiquement pareils. Le monde de l'émotion vient équilibrer le monde de la raison. Messieurs, nous sommes des atrophiés du monde de l'émotion, puisque quand on fait ça avec les hommes, le cerveau droit s'allume à 10% et le cerveau gauche à 90%. Sauf pour les artistes. Très intéressant. Donc le côté féminin de l'artiste lui a donné son émotion. N'ayez pas peur si effectivement des fois on peut être un peu féminin en tant qu'homme. Mais pour quelle raison? C'est que ça c'est ancestral. C'est qu'en fait l'homme on lui demande de ne pas pleurer. Quand on était gosse, quand on pleurait à la récréation, t'es une femme nette. Terrible ce terme. T'as pas le droit de pleurer. T'es Spartacus. On est Spartacus, on est des bâtons, on est des militaires. En revanche, la maman, la mère, la femme, elle vient pour nous réconforter. Donc, sur le plan presque, j'allais dire génétique, il y a ce côté-là. Et quand la femme arrive à avoir une puissance de la raison, c'est une puissance terrible, parce qu'elle a déjà le monde de l'émotion qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher, alors que l'homme doit aller la chercher. Alors, est-ce qu'on peut dire, il y a une évocation dans votre livre qui est autour de justement l'homme préhistorique, la caverne, qui est très intéressante. Est-ce qu'on peut dire,
à l'origine, à quoi ressemblait la voix humaine, la voix de l'homme préhistorique? Alors, oui, c'est passionnant. Alors, la voix que... est-elle acquise ou est-elle acquise? Est-ce qu'elle est génétique? Est-ce qu'elle est du monde culturel? D'où vient-elle? Des recherches, heureusement, et ça c'est absolument fabuleux, on sait qu'aujourd'hui, le FOXP2, qui est un gène sur le chromosome numéro 7, est le gène de la voix. Parce qu'on a découvert une famille en Angleterre qui n'avait pas ce gène, qui ne pouvait pas parler. Par ailleurs, rappelez-vous l'expérience qu'on a racontée tout à l'heure sur le roi de Prusse, d'accord, qui, quand on n'entendait pas, donc c'est à la fois acquis, d'une part, et génétique, d'autre part. Mais alors, qu'en est-elle de la sexualité?